République, Madame Amélia Lacrafi, et puis nous entendrons Monsieur Pierre-Yves Cadalin et Madame Pascale Gault. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour ce rapport qui aborde un sujet stratégique et d'une importance majeure et particulièrement sensible dans ma circonscription, incluant des pays comme la RDC, la Zambie ou encore le Rwanda. Et j'ai une pensée particulière pour Marielle de Sarnez, paix à son âme, pour qui ce sujet était absolument crucial. Elle y a beaucoup travaillé en tant qu'eurodéputée. Alors que l'on prend enfin conscience de l'importance des terres rares et des ressources stratégiques, moi j'ai été frappée par le peu d'intérêt qui apportait encore très récemment nos pouvoirs publics. Ces minerais pourtant absolument indispensables à notre quotidien ont été longuement négligés et il aura fallu des crises comme la pandémie du Covid-19 ou la guerre en Ukraine pour révéler notre dépendance et pire encore, notre retard stratégique. Pour illustrer mon propos, en 2020, j'ai été stupéfaite d'apprendre la suppression d'un poste de chef de service économique à Kinshasa, en RDC, remplacé par un volontaire, un choix révélateur d'une certaine négligence sur le sujet, heureusement réparé depuis grâce notamment à notre ancien ambassadeur Bruno Aubert. Je souhaite également déconstruire, pas les hommes, mais certaines idées reçues, souvent utilisées contre notre pays. Contrairement à ce qu'affirment certains influenceurs ou personnalités en Afrique, la France n'est pas un acteur majeur dans l'exploitation des ressources minières sur le continent. En RDC, par exemple, ce sont le Canada et la Chine qui dominent le secteur minier, avec notamment l'Australie et les États-Unis, alors que la France ne figure même pas dans le top 10. Les logiques de prédation, comme celle de Wagner en République centrafricaine, sont des stratégies organisées et délibérées, bien éloignées des actions de la France. Ces faits montrent que notre image de puissance néocoloniale prédatrice, véhiculée parfois même dans cette Assemblée, est totalement infondée. Face à ce constat, je salue les initiatives mentionnées dans votre rapport, comme la création du DIAMS, le crédit d'impôt, ou encore la relance du partenariat franco-congolais sur les métaux critiques. Mais face à l'avance considérable prise par des puissances comme la Chine ou les États-Unis, je m'interroge. Face à cette avance, les Chinois, notamment, maîtrisent non seulement l'extraction, mais aussi le raffinage et la transformation des terres rares. En France, le manque de capacité industrielle, est-ce qu'on peut, selon vous, réussir à avancer sur ces chaînes de valeur? Est-ce que les recommandations dans votre rapport spécifique peuvent nous aider à développer suffisamment vite? Et à quelle échéance pouvons-nous espérer une autonomie partielle ou totale dans le domaine des métaux critiques, notamment en ce qui concerne leur rôle dans la transition énergétique? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je rappelle une donnée que vous avez, dans laquelle vous avez fait état dans votre rapport, c'est qu'il ne faut pas plus de 65% à l'échelle européenne. On est très loin de l'autonomie avec ce chiffre extrêmement élevé. Non, vous faites, Madame la députée, bonjour, vous faites bien de le rappeler, le constat est grave et alarmant. Effectivement, on va pas se voiler la face, les enjeux sont énormes et il n'est pas certain que nous puissions réussir. Ça, c'est évident, parce qu'il peut y avoir des crises devant nous. Et j'ai insisté dans le rapport un petit peu sur la fin à dire que là, on est dans une optique où on prend des mesures, j'allais dire dans un environnement assez calme pour l'instant encore, même si la Chine annonce déjà des mesures de restriction sur des métaux envers les États-Unis encore il y a quelques semaines. Mais on pourrait très bien avoir une crise du type embargo total, comme c'est arrivé pour le Japon dans les semaines, dans les mois à venir, en cas d'un conflit, je ne sais pas, Taïwan ou d'autres choses comme ça. Donc effectivement, la situation est grave. Donc vous me parlez d'échéance. Il faut aller le plus vite possible, ça c'est certain. Et effectivement, c'est un petit peu ce que je mets aussi dans le rapport, c'est que pour l'instant, on a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui vont dans le bon sens. Il ne faut pas non plus jeter tout à la poubelle, qui vont dans le bon sens, mais qui n'ont pas encore porté vraiment leurs fruits, comme certains pays arrivent à se mettre, j'allais dire, au travail plus rapidement. Effectivement, vous avez les Américains, alors il y a plus de moyens aussi, mais qui ont déjà voilà, acheté des mines, acheté des concessions, etc. Nous, on est loin de ça. En RDC, il y a zéro mine française. Très peu d'experts. Moi, j'ai été choqué comme vous quand je suis allé voir en RDC rencontrer. Il y a très peu d'experts. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'ils se sentent assez seuls. Donc, on ne met pas encore assez de moyens.
sur cette urgence économique et industrielle. Ça, c'est certain. Voilà, je crois j'ai oublié peut-être un autre point de votre question, mais il y avait l'échéance et effectivement l'urgence et les moyens. Il y a aussi une autre. C'est pas simplement la crise Covid et la guerre en Ukraine qui nous a mis face à des échéances assez incroyables. C'est aussi la loi de la fin du thermique en 2035. Et ça, c'est pas, j'allais dire, c'est nous-mêmes qui nous sommes fixés une échéance qui apparaît à certains industriels très très compliqué à atteindre et qui met en difficulté aussi la filière, parce que je vous rappelle que si ces entreprises n'y arrivent pas, elles seront soumises à des amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros si elles ne respectent pas le calendrier fixé par l'Union européenne, alors même qu'elles n'ont déjà pas les moyens suffisants pour investir dans la transformation du parc thermique en électrique.